gère aussi la polyclinique Farah. Ils sont dans l'hôtellerie, Ivotel. Ils ont débuté au Sénégal avec un chiffre d'affaires en dessous de 350 millions d'euros en 2016. Ils ont 3600 employés. Ça, c'est des informations qui datent de 2017. La famille Gandour, le chef de famille s'appelle Mahmoud El Gandour. Leur secteur, c'est le secteur des cosmétiques. Parfumerie, nouvelle parfumerie Gandour. La famille Ijazi, le chef de famille s'appelle Hassan Ijazi, Sami Ijazi. Ils sont dans la grande distribution, dans l'industrie, promotion immobilière, dans la restauration. Ils avaient les supermarchés comme Super Hayat. Ils avaient Prima Center. Prima Center, c'est pour eux. Ils comptent au moins pas moins de 4000 employés dans 15 pays. Abidjan, Conakry, Ouagadougou. La famille Kachab. Le chef de famille s'appelle Mohamed Ali Kachab. Leur secteur de prédilection, c'est la conserverie de thon. Donc leur groupe, ça s'appelle Tounous Overseas Group. D'accord? Ils contrôlent 25% du marché français. Ils ont 3 sociétés familiales en Côte d'Ivoire et à Madagascar. La famille Khalil. Le chef de famille s'appelle Mustafa Khalil, Adam El Khalil. Leur secteur, c'est la métallurgie, le secteur de la chimie, l'agroalimentaire, dans le groupe Eurofine. Ils ont tout ce qui est PVC, plastique et autres. Donc, ils ont une société qui s'appelle la Sotici qui a été co-créée avec une autre famille, la famille Omaïs. La famille Kouri. Le chef de famille s'appelle Fahim Kouri, secteur énergie. Principal groupe ouest-africain depuis les années 70. Leurs bureaux sont en Côte d'Ivoire, au Togo, au Nigeria, au Ghana et au Bénin. La famille Lakis. Le chef de famille s'appelle Ali Lakis, Ahmed Amer, Nan Amer. Leur secteur de prédilection, c'est dans le cacao. Ils ont un groupe qui s'appelle, d'accord, la SAF, donc Société Amer et Frères. Ils gèrent 10% de la production nationale en 2016. Leur chiffre d'affaires était de 380 millions d'euros. Bon, avec le cours du cacao qui a augmenté, je pense qu'ils se sont fait de coucougnettes en or. Ensuite, la famille Omaïs. Chef de famille, Fouad Omaïs, Youssef Omaïs, Ramzi Omaïs. Leur secteur, le plastique. Ils ont créé la société Sotici en 1972. L'hôtellerie, l'hôtel Tiama. Vous connaissez au plateau. L'hôtel Tiama, c'est pour la famille Omaïs. Agroalimentaire, tout ce qui est pâte à tartiner. Ce qu'on appelle chocodie, choconut. Les choco que vous connaissez en Côte d'Ivoire, c'est eux. Les bouillons, tout ce qui est cube magie, les cubes, c'est eux. Boissons, ils sont dans le secteur de la boisson. Vous qui aimez vous belé. Mayonnaise, les mayonnaises, vous qui aimez mettre mayonnaise dans votre gaba, c'est eux qui gèrent ça. Le sel, même celle qu'on vend en boutique, c'est eux qui gèrent ça. Et puis, ils ont un groupe qui s'appelle Patisen. La famille Patisen, je crois que c'est les pâtes, c'est tout ce qui est pâtes et tout là au Sénégal. Chocolat et autres là, c'est au Sénégal. La famille Omaïs a détruit tout un quartier à Makori, zone 4, où vivaient les retraités ivoiriens de la société RAN, Régie Abidjan Niger. Plus de 40 familles ont été jetées dans la rue, leurs maisons totalement démolies à la suite d'une décision rendue par Chantal Nanaba Camara, donc qui était la présidente de la chambre judiciaire de la Cour suprême à cette époque. Donc c'est Madame Nanaba Camara, l'actuelle présidente du Conseil constitutionnel, qui a arbitré, d'accord, la dépossession de ces familles dans la cité RAN, dont la famille Omaïs était au devant. C'est des faits. Allez vérifier ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train d'accuser. Vous allez regarder le conflit entre les familles de la zone RAN, d'accord, de la zone RAN et la famille Omaïs. Et vous allez regarder qui était la présidente, d'accord, de la chambre judiciaire de la Cour suprême à l'époque. C'est l'actuelle présidente du Conseil constitutionnel. Donc, allez vérifier. Je ne suis pas en train de vous dire tout n'importe quoi. Entre la famille Seklaoui. Oh, vous allez me pousser encore à vous dire l'année. Bon, allez. Destruction, Han. Oh là là. Végétation. RAM. C'est en 2014. C'était en 2014. Vous avez déguerpissement à la cité RAN du plateau. Non. En zone 4. Parce qu'il y a le plateau. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a commencé en 2014, ça allait jusqu'en 2016. Donc vous avez des articles dessus, vous allez vous faire des recherches, vous allez voir. Donc vous allez voir. C'était en 2014, mais ça allait, voilà, ça allait jusqu'à, voilà, 2014, effectivement. 2014. Alors, la famille Seklaoui. Famille Seklaoui, le chef de famille s'appelle Nassif Seklaoui, Ali Seklaoui. Leur secteur, l'électronique, ils ont tout ce qui est Sociam et Nasco. Vous connaissez Nasco. Nasco, c'est au Libanais. D'accord?
Donc, ils sont maîtres de la distribution, partenaires exclusifs de Samsung, TCL, et puis ils sont vice-présidents de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Ils possèdent 300 groupes, 60 000 employés, leur chiffre d'affaires 2500 milliards de francs CFA. Ce sont des informations qui sont un peu anciennes, on va dire 2017 par là. Donc d'ici là, j'espère que, pas que j'espère, mais ils ont certainement fait encore des bénéfices énormissimes. Donc voilà, toutes ces familles-là sont des familles. Mais ce que je constate, dans ces familles, certainement, ils sont ivoiriens. Ils ont les passeports, ils ont les papiers ivoiriens. Mais regardez, parmi eux, qui sont leurs associés? Quand ils sont associés, c'est entre eux. Tu ne vas jamais voir de Kofi, tu ne vas jamais voir de Kone, tu ne vas jamais voir de Tapé. Dans tout ce qu'ils en citent, les grands groupes, c'est entre eux les familles. Et pourtant, ils ont les papiers ivoiriens. Bon, je vais vous dire quelque chose. Quand vos hommes politiques disent qu'ils vont créer des champions nationaux, mais ils peuvent aussi créer des directions de comités de contrôle et de surveillance au sein de ces entreprises. Parce que c'est sur l'État de Côte d'Ivoire. Pour revoir cela, bizarrement, entre eux, ils sont associés entre des grandes familles d'origine libanaise. S'ils sont ivoiriens, ils sont associés entre eux des grandes familles d'origine libanaise. Pourquoi on n'inclut pas les Kofi? Pourquoi on n'inclut pas les Tapé? Pourquoi il n'y a pas de Soro? Pourquoi il n'y a pas de Yapi? C'est que des Omaïs, des Seklawi, des Ijazi, des Kouri, il n'y a que ça. On a l'impression que quand ils sont ivoiriens que pour leur communauté. Donc, écoutez-moi, mesdames et messieurs, faites preuve de pertinence et d'intelligence. Moi, je ne suis pas dans les débats stériles. Je ne le dis pas en termes d'orgueilleux. Hein. Je ne m'exprime pas en tant que quelqu'un d'orgueilleux. Moi, je détiens la science infuse. C'est une question de logique. C'est une question de logique, ce n'est pas une question de science infuse. Ok, vous avez le droit, vous êtes ivoirien, il n'y a pas de souci. Vous voulez vous présenter en... il n'y a pas de souci. Mais bizarrement, pourquoi votre réseau d'influence, c'est seulement que des Ivoiriens d'origine libanaise? Il n'y a pas d'autre type d'Ivoiriens que vous avez. En tout cas, parmi les postes. Et je pense que quand nos hommes politiques, ce truc-là a pu prospérer, il faut qu'on se le dise. Ça a pu prospérer parce que nos hommes politiques ont failli. Parce que la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire est un cas d'école unique en Afrique. En tout cas, en 2014, selon l'information dont j'ai pu obtenir, c'est le seul cas en 2014 unique en Côte d'Ivoire, en Afrique, sur le continent africain. Une Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Donc, il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Et c'était fin 2010. Fin 2010, celui qui était au pouvoir, excusez-moi, c'était M. Laurent Gbagbo. C'était M. Laurent Gbagbo. Ce genre de choses ne doivent pas prospérer dans nos États. Vous savez, à négliger un serpentin, si vous n'avez pas déterminé l'espèce de ce serpentin, vous risquez de vous faire avaler un jour par un anaconda. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas négliger. Et je dis bien, les lois sont faites dans un pays pour protéger l'avenir, pour protéger les citoyens. Même la Constitution, ce n'est pas un jeu. On vous a fait croire que la Constitution était un élément qui était seulement fait pour écarter Alassane Ouattara, ou même M. Ouattara a prétesté que la Constitution, d'accord, était faite. La Constitution était faite seulement contre lui. Non, la Constitution, c'est l'avenir des enfants, des enfants et petits-enfants de la Côte d'Ivoire. Hein? C'est pas un jeu. Donc, on doit s'asseoir et on doit vraiment filtrer et vraiment creuser sur la portée des choix et d'une Constitution. Parce que les choses sont en train de nous péter en pleine face. Je vous ai dit la dernière fois, les gens n'ont pas compris. Mais au Burkina Faso, pour être président de la République, tu dois être de père et de mère burkinabé. Je crois eux-mêmes burkinabés. Il y a des burkinabés qui sont là, qui me disent le contraire. Au Burkina Faso, pour être président de la République, tu dois être burkinabé, de père et de mère burkinabé, eux-mêmes burkinabés. Il y a des burkinabés qui sont là, qui me disent le contraire. Il y a des burkinabés qui sont ici, qui me disent que ce que je suis en train de dire, c'est faux.
Mais pourquoi les Burkinabés ont la liberté de choisir leur constitution dans leur contexte? Ok? Et puis nous, cette constitution-là a été l'objet des temps de conflit. Voilà. On choisit... Je vais vous comprendre quelque chose. On choisit les lois par rapport au contexte. On choisit... J'ai compris, je vais faire attention à ma sécurité. Mais les informations que je vous ai citées ne sont pas des informations qui sont cachées. Hein. D'accord? Voilà, je vais faire attention à ma sécurité. Merci de veiller à ma sécurité. Merci, c'est très gentil. Mais je suis en train de dire que toutes les informations que je suis en train de donner, ce sont des informations qui sont... Ce sont des informations qui sont dans des journaux. Donc, la communauté libanaise ne m'en voulait pas. Vous pouvez poursuivre Jeune Afrique. Vous pouvez poursuivre Jeune Afrique. Vous pouvez poursuivre aussi Connexion Ivoirienne. Pour l'affaire de la RAN, vous pouvez poursuivre Abidjan.net. Parce que cette affaire déguerpissement à la cité RAN du Plateau, le 19 avril 2016, c'était là, à Marco Zone 4, rue Paul Langevin. Voilà. D'accord? Non, c'est pour dire aux frères, hein, c'est pour dire aux frères, merci de te soucier de ma sécurité. Et j'en suis conscient. Je ne suis pas détective privé, je ne suis pas révélateur de scoop. Je prends la peine juste d'aller prendre des informations qui ont existé sous nos yeux. Et je viens juste, d'accord, partager ces informations. Et puis, quel Libanais peut me faire du mal? Si les Libanais sont ivoiriens, d'accord, les Libanais sont des Ivoiriens, ils ont la nationalité ivoirienne. Ils aiment la Côte d'Ivoire. Regardez quand on gagne la CAN. Ils dansent le coup du marteau fort avec les Ivoiriens. Ce que je dis là, est-ce que c'est mauvais? Ça va faire prospérer le PIB de la Côte d'Ivoire. Parce que les Libanais qui sont devenus Ivoiriens sont Ivoiriens à part entière, non? Ils sont Ivoiriens, non? Donc, plus il y a de milliardaires Ivoiriens, plus, effectivement, le taux en termes d'employabilité en Côte d'Ivoire sera encore davantage viable pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que je tiens à rappeler que ces Libanais qui sont devenus Ivoiriens veulent que les Ivoiriens soient heureux, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de mal. On peut pas, ma sécurité n'est pas... Mais au contraire même, ils doivent me donner des gardes du corps pour que je fasse davantage de vidéos comme ça, pour éclairer la lanterne des Ivoiriens, éclairer nous-mêmes notre lanterne et faire des recherches. C'est très important. D'accord? Mais merci en tout cas, frère, de te soucier pour ma sécurité. C'est gentil. Ça prouve que tu souhaites que je fasse davantage aussi de panels si je suis en sécurité. Alors, après ce volet, je voulais aller sur un élément qui était très important. Vous savez, il y a un autre danger qui guette la Côte d'Ivoire. Et ce danger est bien plus que sérieux. Il y a une expression où il y a quelque chose que je n'aime pas en Afrique. La notion de don. La notion de don. En français, les gens appellent cela la philanthropie. La philanthropie. Un philanthropie. Attends, t'es sérieux, frère? Non, non. En fait, prenez bien en fait ce que je dis, hein, d'accord? Et ne prenez pas ça selon vos émotions. La philanthropie, je vais vous expliquer la philanthropie, ce que c'est. D'accord? Dans sa définition. Je vais lire juste la définition et puis ensemble, on va analyser. La philanthropie, en général, c'est l'amour de l'humanité. Il y a des gens, moi j'aime l'homme, j'aime l'homme, j'aime l'homme. Moi j'aime faire du bien aux gens, j'aime l'homme. Merci Frangine, j'aime l'homme. Moi je suis désintéressé, l'argent c'est pas mon truc. Je n'aime pas l'argent, moi c'est l'homme, c'est l'homme. Et puis, chez nous aussi on dit quoi? On dit, ah tu as un cœur blanc. Je le dis scientifiquement, le cœur blanc, celui qui a un cœur blanc, tu vas mourir. Ça veut dire que ton cœur est rempli de gras, de matière grasse. Tu risques d'avoir AVC. N'ayez pas de cœur blanc, d'accord? Ayez des cœurs sains, tout simplement. Tu as un cœur blanc, tu as un cœur noir. Toujours le noir, la couleur du malheur, la couleur des temps. Non, quand on a un cœur noir, ça veut dire que le cœur, en fait, il est carbonisé. Mais le noir n'est pas le malheur. Mais pour revenir, pour être sérieux, la philanthropie, c'est celui, on dit, hé, lui là, son affaire d'aimer l'homme. Quand il vient, il donne l'argent. Il donne l'argent. Ça, on aime ça chez nous en Côte d'Ivoire. Vous savez, dans les pays qui ont le strict minimum, ces choses-là ne les intéressent pas. Je dis bien le strict minimum. Ils vont se méfier même de prendre de l'argent comme ça. Mais chez nous,
La mendicité est devenue le second nom de l'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. La mendicité, mendier, c'est-à-dire mendier est devenu une seconde nature de l'Ivoirien. Mendier. Même les mendiants sont pris comme modèle économique. C'est-à-dire les mendiants, des gens qui mendient, ils aiment mendier. Ils sont pris comme des modèles. Ils passent à la télé, ils passent dans les médias et puis ils sont fiers d'être mendiants. Ils sont fiers d'être mendiants. On les a acceptés des mendiants. C'est pas mauvais, hein? Ce qu'on appelle mendiant parce qu'il y a le nécessiteux. Le nécessiteux, quelqu'un peut être estropié, peut avoir un handicap. D'accord? Il n'arrive pas physiquement à faire des choses. Des gens viennent faire des dons. Ça s'appelle des nécessiteux. Mais des gens qui ont des bras valides et autres, ils ont fait d'un concept de vie la mendicité. Mais quand je dis mendicité, ce n'est pas la mendicité juste pour manger. La mendicité de telle sorte à perdre ta nature. C'est des gens, ils peuvent se prostituer juste parce qu'ils vivent de la mendicité. Par exemple, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose de très important. J'ai dit, c'est parce que vous négligez ce qu'on appelle la Constitution qu'on a des problèmes. Cette histoire de Constitution ne concernait pas seulement que Alassane Dramane Ouattara. Et il a compris l'état d'esprit de l'Ivoirien. Il s'est approprié cette affaire de Constitution et ça crée un conflit. Si on prenait en compte la Constitution pour voir la Constitution, qu'est-ce qu'elle aura comme répercussion en Côte d'Ivoire sur 30 ans, 40 ans, avec des débats de fond, je pense que même Alassane Ouattara, c'était un détail. On l'aurait enlevé de là-dedans. Mais regardez aujourd'hui, je vous ai parlé de 4e mandat, n'est-ce pas, quand j'ai commencé. 4e mandat. Est-ce que 4 mandats existent dans une constitution en Côte d'Ivoire? Non. Mais pourtant, si moi je suis aujourd'hui dans la rue d'Abidjan, je tiens cette vidéo devant vous et je parle de 4 mandats, ils vont venir m'arrêter. Pourquoi? Parce que je fais de la désinformation, on est d'accord? Mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a porté plainte contre TV5? Tous les médias, BBC, TV5, tous les médias, Alassane Ouattara, 4e mandat, 4e mandat, 4e mandat. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu un dirigeant du RHDP ou RDS se lever pour dire non, on va porter plainte? Non. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les médias, c'est des médias de blancs? Ce sont les médias de blancs? D'accord? Ou, je ne sais pas, c'est la couleur de peau qui fait la différence? Je dis bien, on ne joue pas avec une constitution. C'est pour cela qu'il faut éplucher la constitution. Les moindres détails, il faut regarder ces tests-là. Est-ce que ces tests-là pourront s'adapter à 30 ans, 40 ans? Aujourd'hui, on a personnalisé ce truc-là, on a cristallisé pour le bonheur d'un individu. Parce qu'à partir du moment où vous cristallisez votre débat sur une personne, vous lui donnez de la publicité gratuite. Vous allez même faire même que des personnes même qui doutent de cette personne, peut-être vont avoir de l'admiration pour lui. Et voilà, et s'il est intelligent, il fera de cette constitution la victime expiatoire. Limite, je suis le mouton de Tabaski qu'il faut éliminer. Oh voilà, je souffre parce qu'on dit que oui, je suis peut-être du Nord, je suis musulman, on n'est même pas... Il gagne, il attire naturellement la cause des gens. C'était l'une des bêtises que nos hommes de droit et que nos hommes politiques n'ont pas percuté, n'ont pas cerné. Mais il y avait derrière lui, là, il y avait des gens qui étaient aussi derrière. Parce que qui détient le pouvoir économique pour mieux prospérer sur des générations veut avoir quoi? Le pouvoir politique. Vous croyez que les Libanais aussi qui sont là, quand ils font leurs enfants en Côte d'Ivoire, eux aussi, ils ne veulent pas aussi diriger demain. Ils ne veulent pas. Vous pensez qu'eux, ils vont juste rester dans leur boutique, croiser les bras? Qui vous dit que demain aussi, ils ne veulent pas truc? Qui vous dit ça? Et puis, c'est légitime d'être ambitieux. Il n'y a rien d'illégitime. Mais si vous mettez en place les conditions pour qu'ils y accèdent, mais ils vont y accéder. Parce qu'au moment où vous êtes en train de vous fracasser, de vous battre sur les panels, en train de dire que celui qui est du Nord est un Malien, celui qui est de l'Ouest est un Libérien. Mais eux, ils n'ont rien à foutre. Parce qu'ils savent qu'ils viennent du Liban. Ils ne vont même pas venir discuter sur leurs origines. Mais vous leur donnez l'occasion, ils vont frapper. Mais ils détiennent quelque chose que vous n'avez pas. Le pouvoir économique. Le pouvoir économique. Parce que malheureusement, chez nous, les Noirs, on n'aime pas qu'il y ait 50, 300 milliardaires. Et ça commence même par celui qui est au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, s'il y a 300 milliardaires, est-ce que parmi ces 300 milliardaires, il y a 250 milliardaires qui vont se plier à ses exigences? Parce que tellement le gars, il anticipe dans le mal. Il se dit que si 250 milliardaires sont contre lui, ça lie à son adversaire, il est foutu. Donc il préfère donner à celui qui vient de l'étranger. Voici comment on opère. Et ça tue notre économie. Les gens sont dans le chômage. C'est exact. C'est pour des bêtises et des gamineries. Donc, je pense qu'il faut arriver à un moment où il faut véritablement réfléchir et sortir de ce piège dans lequel on nous a mis depuis plusieurs années. Alors, pour revenir sur la mendicité, il y a une dame que j'apprécie. Vous savez que j'aime... C'est fini, on connaît la science. Et... c'est pas le coup de la chance.
suis pas venu faire la promotion du son d'Ima. ça a apparu sur mon truc, mais c'est pas mal. Mais bon, le jour où je ferai une émission de critique musicale, je donnerai mon point de vue. Alors, elle s'appelle, voilà, Marilyn Duhamel Charleroi. On va écouter cette dame qui a relevé quelque chose que moi, j'avais relevé. Ceux qui m'ont connu sur Facebook, ils ont toujours su que je prends avec beaucoup de pincettes des gens qui font des dons. Ce fut le cas avec les Vagabonds de la Charité, avec Hassan Hayek. Ça a été par la suite avec Jonathan Morrison, avec Cam Tien. Ceux qui m'ont connu sur Facebook savent. Mais il faut avoir du courage quand tu viens t'opposer effectivement à ces philanthropes-là. En Côte d'Ivoire, on n'aime pas ça. L'Ivoirien populaire n'aime pas ça. Dès que tu t'opposes, l'Ivoirien dit que tu es un sorcier. Parce que tu es jaloux. Parce que le gars, il est connu. Parce que le gars, il est populaire. Tu es jaloux. Tu es haineux. Tu aimerais bien te faire connaître. Voilà et tout. Mais bon, moi, je suis habitué, hein, donc ça me glisse sur la peau. Mais je veux pousser à la réflexion. Alors, qu'est-ce que cette dame a eu à dire exactement? On écoute ce que la dame dit exactement et qui a créé la polémique. J'ai vu même qu'elle a fait une réponse à mon gars, John Mickey Bala. Donc, on va écouter ce qu'elle dit. Non, c'est pas ça. C'est la première vidéo. Je m'en vais vous montrer une vidéo. Alors, je crois que c'est ça. C'est tout? Bah, ça c'est un épiphénomène, ça. La file est longue, hein? Avant vous, on a Alassane Ouattara, on a le procureur. Non, c'est pas ça. Où elle a commencé sa vidéo, je crois que c'est ça. Je vais répondre à cette question qui a été poliment posée de notre ami qui dit ceci. Il aimerait bien savoir c'est quoi le blanchiment. Alors, on va s'appuyer sur une étude de cas pratique, une vidéo de Apoutou encore, bien heureusement, voilà, qui va nous permettre d'illustrer les différentes étapes du blanchiment. D'abord, ce que vous devez retenir, c'est que le blanchiment d'argent, dans les faits, ce n'est pas prendre un billet de 1000 francs, de 2000, de 5000, de 10 000 francs, le mettre dans une solution d'eau de javel, c'est-à-dire le plonger dans un seau d'eau de javel, le laver, le mettre au soleil et l'utiliser. C'est pareil également pour les pièces. On prend des pièces d'argent, on met dans un seau, on les lave et puis on les met au soleil. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le blanchiment d'argent, on a 3 étapes. Et en français facile, je vais vous expliquer en fait c'est quoi ces différentes étapes. Moi-même, je vais vous expliquer aussi en français facile. Parce que j'ai eu à bosser là-dedans. Il fut un temps, un peu. Donc voilà, je vais dire même en nouchi, terre à terre, pour que vous compreniez comment le blanchiment fonctionne. Et vous allez voir peut-être certainement le blanchiment autour de vous. Ok? On l'écoute. Mais retenez qu'on a d'abord le placement. C'est un terme que beaucoup connaissent. On a le placement. Elle dit dans le blanchiment, dans la procédure du blanchiment, il y a ce qu'on appelle le placement. Un placement, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Quand on place, d'accord, de l'argent, c'est comme si tu prends ton stock d'argent, tu poses quelque part. C'est-à-dire que tu as ton jeton, hein? Le placement là. Je prends mon argent, je viens et dépose quelque part. Mais pourquoi je dépose? Pourquoi je dépose? Pourquoi dans le blanchiment, je dois forcément placer mon argent? Parce que cet argent-là, d'abord, je ne peux pas le conserver sur moi parce qu'il n'est pas légal. C'est-à-dire c'est un jeton où il y a drap. Il n'y a pas n'importe où chien, où il y a drap dessus. Donc il faut que je le positionne quelque part pour que cet argent-là puisse, d'accord, être jégué et puis devenir propre. En gros, j'ai volé l'argent. Mon argent vient des banques. Ou ça vient de ça, non? Quand l'argent vient, ça vient en quantité. C'est l'argent sale. Donc c'est liquide. On ne met pas sur un compte. Il prend le jet. Il faut qu'il place. Bon, il réfléchit. Il ne peut pas prendre sac, boron de jetons pour aller déposer dans la banque. Parce que les banques sont soumises à quelque chose, à un élément de contrôle. Ok, il est placé comment? Champion, voilà les jetons ici. Tu vends ton terrain à combien? Ils vendent mon terrain à 200 millions. Je m'en fous, c'est bien vendu. Donc 2 taureaux millions là, il peut avoir ça en cash. Ok, mais il va te donner 4 taureaux, 400 millions. Tu vas me rendre service. Par rapport on falsifier les papiers, le terrain sera surévalué à 400 millions. Ok, mais tu sais que le terrain c'est 200 millions. Tu prends tes 200 millions dedans.
ok? Tu fais les faux papiers à le notaire, et puis moi, il y a mes 200 millions dedans. Le gars s'en fout, c'est bon, il a vendu. Il a gagné son jeton, mais ce qu'il a pu faire, il a pu maintenant laver 200 millions proprement, et puis il a placé 200 millions d'un terrain. Ben, il peut vendre ça demain. Donc, en gros, il se retrouve avec 400 millions qui étaient sales. Il a lavé les 400 millions. Est-ce que vous avez compris? Ça n'existe pas. Est-ce que vous n'avez pas regardé autour de vous? Peut-être certainement les immeubles vont commencer à pousser. Poum, 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 poum. On te donne les valeurs des immeubles à 1 milliard à temps. Est-ce que tu n'as pas vu des boulangeries sortir? Poum, 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 poum. Tu n'as pas vu ça quelque part? On est obligé de tout apprendre. Bon, écoutez, on va avancer. Et ensuite, on a la conversion. Et dans la dernière étape, on a la reconversion. Okay. Maintenant. Donc, placement, c'est ce que je vous disais là. Au début, quand tu as placé là, c'est ça. Tu achètes le terrain. Voilà. Conversion à la banque là. Les 200 millions que tu as eu en plus sur les faux papiers que tu as fait à 400 millions là. Voilà. Donc, tu as converti l'argent sale. D'accord? Tu as converti l'argent sale en propre. Et puis maintenant, par la suite, tout est légal maintenant. C'est ça, elle parle en fait là. Pour la suite, je crois, de conversion ou quoi. Comment est-ce que ça se passe réellement? Au niveau de l'origine des fonds, et c'est ce qui est le plus important, souvent cet argent-là est de l'argent n'est pas gagné de manière légale. Ça peut être relativement à des... C'est pas gagné de manière légale. C'est quel et où? Écoutez bien. Activités criminelles. On a aussi la vente de drogue. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui se droguent malheureusement en Côte d'Ivoire et justement cet argent-là est réinjecté pour être blanchi dans le circuit. C'est réinjecté pour être blanchi dans le circuit. C'est réinjecté. Et l'argent sale, on met dans le circuit propre. Et voilà. Circuit normal. Ensuite, on a l'argent de la prostitution. Oui, il y a certains... Gérer busy, jetons de gérer busy aussi est dedans. Gérer busy. C'est pour cela ma question était venue. Sur Locanto et l'autre là, je ne connais pas trop les noms là. Locanto. J'ai dit, mais comment Locanto, avec la PLCC qu'on a en Côte d'Ivoire, qui arrive à attraper même des agoutis en pleine savane baoulée pour les élections, Locanto là, on ne sait pas où le serveur est domicilié, on n'arrive pas à griller cela, c'est toujours en Côte d'Ivoire. Gédolo, merci. C'est toujours en Côte d'Ivoire sous nos yeux. On arrive à attraper pendant les élections en Côte d'Ivoire, ceux qui sont contre le 4e mandat. C'est-à-dire que si tu es un rat, tu es caché à Thiébissou, au campement, on arrive à t'attraper dans le tour au campement, même pour Gédolo et Locanto là. Ils sont toujours là, ils opèrent. Et nous savons ce que c'est que le proxénétisme. Nous le savons, c'est une forme aussi de blanchiment à ciel ouvert sous nos yeux. Que font nos autorités? C'est une question légale que je me pose. J'aimerais bien, d'accord, que Locanto, d'accord, que Gédolo soit complètement fermé. Parce que ça a fermé aussi le circuit de ceux aussi qui blanchissent, qui font du trafic. Parce qu'aujourd'hui, la note dégradée que la Côte d'Ivoire a, ce n'est pas seulement pour le RDR, mais c'est aussi pour la vision et la visibilité de notre pays. En termes de crédibilité, vous reprochez aux Ivoiriens de ne pas investir, d'accord? Vous reprochez aux Ivoiriens de ne pas être... Mais mon ami Momo, il faut aller sur le panel de ceux qui sont intelligents. Vous reprochez aux Ivoiriens de ne pas investir dans leur pays. Mais la publicité que la Côte d'Ivoire a, hélas, que voulez-vous? La publicité que la Côte d'Ivoire a, hélas. Peut-être quand on est militant du RDR, on veut forcément fermer les yeux pour ne pas voir la réalité. Mais il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer ou on ne peut pas discuter. C'est une vérité qui est énorme. On sait qu'il y a une note dégradée, voilà, qui se passe en Côte d'Ivoire. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va continuer s'il vous plaît. Alors, on va continuer s'il vous plaît, pour être sérieux dans nos trucs. Donc, faites l'effort ici hein, de vraiment prendre les choses comme que vous ne voulez pas entendre si vous êtes militant du RDR, parce que je ne suis pas là ici pour vous faire des bérets ou vous faire plaisir. On y va. C'est un pays où la prostitution est légalisée. Donc, on peut remettre de l'argent à une prostituée qui peut aller faire des déclarations, ces déclarations d'impôts, par exemple. Ça aussi. Et aussi, on a l'argent de la vente d'armes. Donc, on a tout ça. Et en fait, pour ce qui concerne beaucoup plus la Côte d'Ivoire, on a la corruption, on a le détournement de deniers publics. Donc, elle cite différents éléments et elle dit, pour le cas de la Côte d'Ivoire, les cas d'espèces, corruption et détournement de deniers publics. Corruption, je tiens à rappeler, il y a de cela quelques années, d'accord, monsieur Zorobi Balo Epiphane, d'accord, qui est, je crois, qui était ministre et qui gérait une structure aussi, d'accord, contre la corruption, une structure de la bonne gouvernance et autres, qui a affirmé comme ça que 1200 milliards
1200 milliards par an, liés à toutes les activités autour de l'État, faisaient perdre au moins 1200 milliards en termes de corruption en Côte d'Ivoire. Donc la corruption est un fait. Je me rappelle dans des précédentes vidéos, j'évoquais le cas de la corruption, la haute autorité de la bonne gouvernance, merci. J'évoquais le cas de la corruption, je disais que les Ivoiriens ne se rendent pas compte. Ils pensent que la corruption, c'est un élément de se sus, emmagasiner de l'argent dans sa poche et de se faire du blé parce que l'État est failli ou on se plaint, d'accord, de notre salaire qui est inférieur. Si vous trouvez que votre salaire est inférieur, il y a différentes manières de contester. Mais d'accord, passez par la corruption, vous appelez la mort dans votre poche. Et je vous ai dit, pourquoi vous appelez la mort dans votre poche? Votre pays est en danger. C'est-à-dire de la haute hiérarchie militaire aux subalternes, c'est-à-dire aux sous-officiers, dans la chaîne, vous êtes tous corrompus. Des stocks d'armement doivent rentrer. Des gens, ils savent que vous êtes corrompus, ils vont vous donner des billets de banque. Ils vous inondent de billets de banque. Mais des armes de guerre sont stockées chez vous. Vous dormez en pleine nuit, c'est les mêmes dégâts que le 19 septembre 2002, ce qui s'est passé. Parce que si vous êtes des gens, vous êtes réfléchis, vous êtes éveillés, vous vivez pour la patrie, ces genres de choses ne vont pas se passer. Voici les conséquences de la corruption. La corruption, ce n'est pas le fait d'extrêmement s'enrichir, construire des maisons parce que tu es policier, tu es sur la route pendant 20 ans, tu te fais quasiment 300 à 400 millions pour un policier, c'est faramineux pour ta retraite dorée. Mais il faut imaginer les répercussions qu'il y a derrière. Donc la corruption est égale à la mort. Mais c'est parce que le noir a pour négligence ces éléments de trucs. Mais après vous vous plaignez que les noirs sont les derniers. Mais les Européens, vous croyez que les Européens ne sont pas corrompus? Si, ils sont corrompus, mais ils sont corrompus à une certaine échelle, parce qu'ils savent qu'ils doivent mettre le strict minimum. Mais vous-même, vous n'êtes pas encore arrivé au strict minimum. Donc, ils savent que même si vous avez la volonté, la velléité de pouvoir grimper un petit peu, mais on va vous graisser la patte complètement, et cette volonté de grimper un petit peu ne va jamais exister. C'est pour ça qu'on dit le noir, il est maudit. Moi, cette expression, je ne l'aime pas. Mais quand vous dites le noir, il est maudit, c'est cela. Parce que le blanc vous a appris à être corrompu. Le blanc, là, dans sa façon de gérer l'État, il vous a appris à être corrompu. Mais il sait pourquoi il a fait? Tu crois que je vais te montrer le semblant d'être un État et je vais vouloir que tu prospères? Non, c'est à vous d'être réfléchi. C'est pour ça que les gens se plaignent par rapport à la situation au Mali et au Burkina. Mais oui, parce que parmi ces gens-là, il y a des Maliens, il y a des Burkinabés, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, ce n'est pas seulement que des djihadistes, hein. Dans tous les secteurs, l'armée, l'administration et autres, qui sont des corrompus. Donc, ils participent au travail aussi des djihadistes. Donc, quand on dit, par exemple, au Burkina, au Mali, on vous dit, par exemple, 50 personnes ont été éliminées. On met le doigt seulement que sur les militaires. Non, 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 non. C'est vous, Burkinabés, vous, Maliens, qui êtes aussi dans tout ça. C'est vous qui participez aussi à cela. N'indexez pas Simi Goïta ou Ibrahim Traoré. C'est vous aussi, parce que vous aussi, indirectement, par la corruption, vous donnez aussi le chemin et le flanc aussi à ces terreaux. C'est comme ça la corruption, elle est. La corruption, c'est une gangrène. Elle se métastase. C'est-à-dire le mal commence par un point A, il va à un point B, il va à un point X et un point Z. Et ça, tant qu'on n'aura pas compris chez nous, mais on est foutu. Donc, voici la corruption. Et je vous dis, vous qui prenez plaisir à regarder ou à participer, d'accord, à des programmes de philanthropes, sans pousser votre esprit à la réflexion, vous êtes aussi des gens parce que vous leur donnez du coffre. Souvent, vous partagez leur contenu. Vous ne savez pas, mais indirectement, avec votre inconscience, vous poussez aussi à faire la promotion de ce genre de pratique. Allez, on va y aller. Puis maintenant à la vidéo de Apuchou. C'est une vidéo qui est dans le domaine public, donc on va s'en servir pour vous présenter les différentes étapes du blanchiment d'argent. C'est une vidéo de Apuchou. Elle prend comme élément, d'accord, pour montrer les différentes étapes du blanchiment. On est parti. On y va. Celle qui a parlé là, voilà. Viens voir la preuve, papa, comment ça se passe. Voici les numéros des gens qui cotisent. D'autres avoir 5 000. Tu vois, non? D'autres avoir 1500. D'autres avoir 5 000 encore. D'autres avoir 5 000. Vous voyez, c'est pour ça que les gens cotisent. Aujourd'hui, les appelés disent qu'ils cotisent pour moi-même. Ils cotisent pour moi. Après ma cotisation là, moi-même, je vais... Quoi? Vous voyez, ça, ils réactualisent. Vous voyez comment ça se passe, madame? Vous voyez? Voilà. C'est pour ça que les gens cotisent. C'est comme ça. Attendez, je vais cacher les numéros des gens. Il ne faut pas m'appeler tout le monde. Vous voyez comment ça se passe? Voilà. Pendant que les gens cotisent, d'autres aussi appellent aussi à chaque fois. C'est ce qui fait que je n'arrive pas à rentrer sur le compte là. Vous voyez, non? C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? On est déjà à 77 000. 76. Alors, comme vous avez pu le voir, on a la première étape. J'ai fait un arrêt sur image et je vais vous indiquer au fur et à mesure. Dans la première étape, déjà, retenez qu'en Côte d'Ivoire, et ça c'est une difficulté majeure, l'identification des numéros de téléphone en Côte d'Ivoire est très difficile.
On a beaucoup de numéros de téléphone en Côte d'Ivoire qui ne sont pas identifiés. Et ça, c'est un gros problème de sécurité. C'est pourquoi à ce jour, on continue d'avoir des arnaques par téléphone. Est-ce que les arnaques par téléphone existent, oui ou non? Parce qu'on sait que par le biais de monsieur, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko, il a voulu véritablement coller un numéro à une identité. Mais jusqu'à aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a des gens qui se font arnaquer en Côte d'Ivoire sans qu'on arrive à déterminer l'origine du numéro. Ça existe, c'est un fait. On prend cet élément-là pour pouvoir pousser à la réflexion. Parce que dans cet exemple... On a des brouteurs qui continuent d'utiliser des numéros de téléphone parce qu'il est difficile de les identifier. Et c'est un terreau fertile pour tout ce qui est broutage, arnaque et tout. Donc, dans la vidéo, Apoutou nous présente les différents dépôts qu'il reçoit à travers les numéros qui arrivent, les différents montants qui arrivent et tout et tout. Mais déjà, ça c'est la première étape du blanchiment, ça. Oui. Vous êtes étonné? Ben oui, c'est la première étape du blanchiment. Et cette étape, c'est la première. C'est-à-dire, c'est l'injection de fonds d'origine criminelle ou douteuse sous forme d'argent liquide. Alors, je vais expliquer le cas parce que quand elle dit comme ça, les gens ne peuvent ne pas comprendre. Vous savez, le monsieur fait son émission, il fait son live pour les dons. J'ai pas envie de dire, rien quand même dit pour les dons. J'ai de l'argent que j'ai eu dans certaines opérations où il faut en fait que je légitimise en fait en gros ces opérations. En passant en fait d'accord par l'envoi de fonds. Si mon numéro n'est pas enregistré, n'est pas identifié, mais je fais, c'est-à-dire je fais un envoi de fonds. D'accord? Je peux même avec la personne là, par le fait que ça passe par un portefeuille électronique, le gars là peut, d'accord? Qu'est-ce qui me prouve que le gars a tout envoyé, tous les jetons? Si j'envoie des millions, bon, je lui envoie 5 millions. Je fais don de 500 000. Il me renvoie le truc, je la rends bien. Parce qu'à partir du moment où j'envoie, à partir du moment où je fais un dépôt, où j'envoie, parce que le dépôt là, il peut se faire physiquement, mais on envoie, d'accord, sur un compte. Champion, tu donnes 200 000, 500 000, mais envoie-moi les 4 millions. Écoutons s'il vous plaît. Le circuit économique et financier. On appelle ça le placement. Pourquoi c'est l'injection? Parce que d'où provient l'argent? On ne sait pas. On ne sait pas qui est derrière. On voit simplement des numéros de téléphone qui avancent. Parce que les donateurs, c'est bien beau. Les Ivoiriens sont très solidaires. Il y a une chaîne solidaire. Je ne sais pas sur l'échelle de la population combien les Ivoiriens sont à donner autant d'argent. Je ne dis pas, hein, parce que c'est les dons de 300, mais il y a certainement les dons de millions. Mais sont-ils combien? Nos millionnaires très généreux. Il faut qu'ils nous entendent aussi, nos millionnaires tellement généreux. Souvent, on vous sollicite, mais vous ne répondez pas. Hein. Vous êtes très aphone. Mais bizarrement, bon, voilà. Mais apparemment, il y a beaucoup de millionnaires très généreux en Côte d'Ivoire. Mais ça ne se fait pas en France. Fatlas, il faut arrêter. En France, tu ne peux pas faire ça. En France, il y a juste un circuit qu'on appelle le TRACFIN. D'accord, qui est la traçabilité financière. Tu t'amuses, tu fais ça, on t'allume. Donc, ne dites pas ça, ça ne se fait pas en France. Ne mélangez même pas même les cochons et les trucs. Ne dites pas ça. En France même, déjà même, il y a une déclaration fiscale. Quand tu t'amuses à faire des dons, il y a une déclaration fiscale qui te permet déjà d'avoir des avantages et d'être défiscalisé. Mais en France, même pour sortir, en France, tu peux sortir beaucoup d'argent, sac d'argent, aller déposer dans une banque. Tu ne peux pas, maman. Tu as donné le justificatif d'où cet argent est sorti. J'ai déjà dit, maman, j'ai déjà travaillé dedans. Faut pas, ça là, faut pas venir discuter. C'est pas, j'ai déjà travaillé dedans. Ce qu'elle dit là, moi je viens juste expliquer en français facile. Sinon j'ai déjà travaillé. Un instant s'il vous plaît. Je crois que j'ai mon... Ah maman, faut pas faire ça. Ne venez pas dire aux gens ce que vous... En France, faut pas dire ça. La France a des défauts. C'est pas le paradis. Ce que tu appelles dans le Téléthon, hein, les dons du Téléthon. Quand tu dis par exemple, je donne 1 million d'euros pour les maladies là, le Téléthon là, il y a un numéro de compte. Écoute maman, il y a un numéro de compte. Quand tu discutes avec eux, c'est pas, il n'y a pas Wave, il n'y a pas Wave, il n'y a pas Orange Money. Le Téléthon là, tu discutes, c'est des hommes qui sont là-bas, hein, c'est un numéro que tu appelles. Et puis ils vont te dire, voici le numéro, voici l'adresse. Soit tu envoies un chèque où tu signes, ou on te donne les références, le RIB, le relevé d'identité bancaire, et tu fais un virement. D'accord? Et tu fais un virement.
C'est comme ça, ça se passe. Tout est tracé. Et il y a un huissier qui est présent en plus. Au Téléthon, il y a un huissier qui est présent. C'est pas un jeu. C'est chez nous là-bas. Là. Quelqu'un peut venir avec 2 milliards et puis il va dans un village et donne les 2 milliards. Ça ne se fait pas comme ça dans tous les États. Ok. Non, mais tu peux ne pas être d'accord. C'est ton problème. Moi, je te dis ce qu'il en est. Je ne t'ai pas dit d'être d'accord avec moi. Plus avec des montants, des dépôts. Ça vient rapidement. C'est l'injection. Et j'ai dit tout à l'heure, les numéros de téléphone sont difficilement identifiables. C'est de ça qu'on parle. C'est le fait que le numéro de téléphone est difficilement identifiable. Et c'est pour cela... c'est pour cela, je vous ai dit que Ahmed Bakayoko, quand il était arrivé, Ahmed Bakayoko voulait associer un numéro à une identité. C'est sur Ahmed Bakayoko ça a commencé. Un numéro à une identité. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au zéro numéro sans identité. Il y a des gens qui ont encore des numéros en ken. Et c'est ce numéro en ken là, si quelqu'un veut blanchir, mais il profite. Ce que j'ai dit, je ne vois même pas ce qu'il y a des scientifiques. C'est tellement simple. Donc imaginez qu'on ait un réseau de brouteurs, d'arnaqueurs, de criminels derrière. En Côte d'Ivoire, c'est minimum 2 puces par personne. Chacun a au moins 2 téléphones, sinon 3 et même plus. Donc imaginez un réseau, une organisation criminelle qui a derrière plusieurs téléphones et qui est assis dans un appartement. Et qui... Attendez, bon, cher ami, il y a quelqu'un qui a dit en France, il y a des numéros qui existent sans identité. Mais on ne t'a pas dit que le numéro doit avoir forcément une identité en France. Il n'y a pas Wave en France. Wave là, ce que vous appelez transfert là, il n'y a pas ça en France. Transfert électronique là, ça n'existe pas en France. Parce qu'il faut qu'ils maîtrisent certains contours pour le faire. Ce que j'ai dit là, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas Wave, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu peux envoyer ton argent sur un numéro Wave, mais tu vas passer par une plateforme, une application où ton identité là-bas est déclarée. Et je suis en train de dire effectivement que ce n'est pas parce que je dis que c'est la France qu'il n'y a pas de failles. En France aussi, ils ont des failles. Nul n'est parfait dans ce monde. Je ne suis pas en train de dire que la France est sécurisée à 100%. Non. Mais je dis dans les process. Bon, ok. C'est les femmes d'Apouchi là où ils ont mal. Mais je suis en train de dire quelque chose qui est bon pour le pays. Vous ne comprenez pas. Mais Wero là, c'est une plateforme où il y a ton identité qui est déclarée. Attends que Apouchou lance le live. Dès qu'il lance le live, eux également, ils commencent à envoyer automatiquement de l'argent. Parce qu'ils savent qu'ils sont difficilement traçables. Donc, ils commencent à injecter de manière rapide de l'argent via le compte Wave ou le compte Orange Money qui leur a été indiqué. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Et maintenant, le circuit de dépôt. Le circuit de dépôt, c'est quoi? C'est la plateforme Wave et Orange Money, qui ne sont pas des plateformes réglementées pour la collecte et la levée de fonds. J'ai expliqué le pourquoi dans une vidéo précédente. Wave et Orange Money, dans cette configuration, sont des plateformes de transfert d'argent classique, c'est-à-dire dépôt et retrait. Donc, elles ne sont ni comptables ni responsables de ce qui est en train de se passer à travers ce numéro-là. La seule chose qu'on peut demander à Wave et Orange Money, c'est l'historique de transactions qu'elles peuvent mettre à disposition. C'est tout. En dehors de ça, pour savoir qui est derrière, le nom de la personne, l'adresse complète, l'identité et tout, ces plateformes-là ne seront pas capables de le fournir parce qu'on a beaucoup de numéros de téléphone qui ne sont malheureusement pas identifiés en Côte d'Ivoire. On continue. Ensuite, regardez un peu les montants qui arrivent. Ça vient rapidement. Vous voyez un peu les montants? On a 5 francs, on a 10 francs, on a 195 francs, on a 35 francs et ça vient assez rapidement, ça vient rapidement. Pour quelqu'un qui n'a pas un œil averti, il va dire que ce sont des personnes qui traversent des difficultés financières, mais qui veulent quand même participer à l'effort de collecte de fonds, à l'effort de levée de fonds pour apporter leur aide. C'est faux. C'est fait exprès. C'est justement pour détourner l'attention. Justement pour que les gens puissent se dire non, ce sont des personnes qui sont démunies, qui sont dans des difficultés, qui font ce genre de dépôt à hauteur de ces montants. C'est faux.
C'est juste pour accélérer le début de transaction. Donner l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de donner, qui sont en train de participer. Alors que c'est faux. À voir de près, c'est bien un réseau qui est derrière au niveau de l'injection des fonds. Ok, je vous invite à aller sur la page de Madame Marilyn Duhamel Charleroi. Si vous voulez, allez l'insulter. Parce que elle n'accuse personne, elle fait son analyse. Maintenant, si vous avez des éléments de preuve pour dire le contraire, faites aussi votre analyse. Vous pouvez faire une vidéo et vous détailler, ou même faites un live. Monsieur Agbré, c'est ça? Il s'appelle Agbré. Monsieur Agbré, aucunement, je ne vous en veux. Mais c'est des détails. Si vous êtes à l'écoute des personnes vulnérables, et comme vous avez beaucoup de fans derrière vous, et vous aviez été reçu même par Madame la ministre Bellemonde Godot, vous êtes parti vous-même rencontrer la ministre Bellemonde Godot pour dire que voilà, vous voulez faire des œuvres de bonne charité. Et elle vous a reçu. Elle vous a reçu. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes le Robin des Bois. Vous sauvez des vies. Elle vous a reçu. Elle vous a reçu. Vous avez eu le titre d'ambassadeur. C'est bien. Mais moi, il y a des questions que je me pose. Écoutons cette deuxième partie. Nous allons maintenant rentrer en profondeur. Fini la récréation. Notre intervention va porter sur deux points. Le premier point, on aura la forme. Et le deuxième point, le fond, moi, nous aurons le fond. C'est le fond, j'aime. Bonjour à mon neveu. Bonjour mon très cher neveu, ça va? Ça va très bien? Super. J'adore mes cheveux blancs. Hein, mon neveu, ça va? C'est à mon ami John Niki Bala qu'elle s'adressait. Parce que John Niki Bala a dit que cette dame est sa tante et qu'elle a des cheveux blancs, elle est vieille, elle est problématique. Bon, c'est la liberté d'expression. John Niki Bala peut être pour Apoutou, mais moi, j'aime bien les sujets de fond. J'aime pas la forme. C'est pas la forme qui m'intéresse. De Apoutou National fait suite à une libération conditionnelle. Écoutez bien. Je répète, à une libération conditionnelle. La personne en question fait, d'accord, suite à une libération conditionnelle et sa libération n'est pas définitive, elle n'est pas totale. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est un accord entre la justice et lui, certainement pour bonne conduite et autres, mais il n'est pas libéré définitivement. Écoutez, s'il vous plaît. Partant de ce fait, il est interdit pour Apoutou National de détenir ou de mener des activités liées aux chefs d'accusation qui l'ont conduit au... Ok, c'est très intéressant. La situation qui a conduit M. Apoutou en prison est liée à une activité d'argent. Il était accompagné d'un monsieur PCS et tout. Donc, il est sous liberté conditionnelle. Est-ce que vous comprenez? Et il est sous liberté conditionnelle, il est sorti. L'activité qu'il fait actuellement, c'est une activité de quoi? C'est lié à quoi? D'accord? C'est lié à des dons. C'est lié à des dons. C'est lié à de l'argent. Je vous invite à aller voir, d'accord, l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative à la situation et ce qu'on appelle, d'accord, les blanchiments de capitaux. L'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative à ce qu'on appelle blanchiment de capitaux. Écoutons ce qu'elle nous dit. Pluriel, bien entendu, qui l'ont conduit en prison, sous peine de violation de sa liberté conditionnelle. On est bien d'accord. Donc, le fait que Apoutou National viole sa liberté conditionnelle sous-entend que c'est un récidiviste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. On va maintenant pour le deuxième point, c'est-à-dire en le fond. Le fond. Deuxième point maintenant. M. Stéphane Agbré dit mener ses actions dans le cadre de sa fondation, c'est-à-dire la fondation Apoutou National, ou je ne sais pas comment il s'appelle, en tout cas dans le cadre de sa fondation. Alors, partant de ce fait, il tombe sous le coup de l'ordonnance numéro 2024-368 du 12. Parce que c'est sa fondation. Sa fondation, elle est liée à des dons, des activités d'argent. Or, il était sous liberté conditionnelle. Comment se fait-il qu'il y ait une ordonnance
numéro 2024-368 du 12 juin 2024. Voici ce que l'ordonnance stipule. Elle s'appelle Madame Marilyn Duhamel Charleroi. Marilyn Duhamel Charleroi, vous avez toutes ces vidéos là-dessus et ce volet-là est très intéressant. Marilyn Duhamel Charleroi. On y va. Juin 2024. Rappelons-nous encore une fois, Aboutro National dit exercer ses actions caritatives dans le cadre de sa fondation. Et l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes stipule en son article 64 que les OSC sont soumises aux dispositions les OSC, les organisations de la société civile, spécifiques de la législation lorsqu'elles ont pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles ou pour tout autre type de bonnes œuvres. L'article 65, alinéa 1, stipule que les OSC sont soumises aux obligations de vigilance prévues par la législation relative à la lutte contre le blanchiment. On va pour l'alinéa 2 et également ces OSC doivent effectuer leurs opérations par l'intermédiaire de circuits financiers réglementés chaque fois qu'elles le peuvent. Ensuite, à l'alinéa 5, toujours de l'article 65, stipule que toute OSC telle que définie par cet article qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner les transferts de fonds doit solliciter son inscription. La demande d'inscription initiale sur ce registre comporte les noms, prénoms, adresses et numéro de téléphone du chargé du fonctionnement de l'organisme. Donc, vous voyez en fait ce que cette ordonnance-là donne. D'accord, dans son alinéa, il y a quelque chose qui est très important. En ce qui concerne, d'accord, l'envoi de fonds, ils doivent en fait, d'accord, donner le nom, prénom, d'accord, le nom, prénom, l'adresse même postale des donateurs. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est cette ordonnance. Alors, j'ai vu un commentaire qui m'a fait rire. Est-ce qu'on a fini le 4e mandat? Absolument pas. Moi, à titre personnel, je n'ai pas fini le 4e mandat. La preuve, je suis en train de parler des lois. Donc, les lois aussi font partie de tout cela parce que la Constitution est le squelette et tout ce qui vient après aussi, il faut qu'on l'applique. Donc, pour moi, c'est très important. Je suis en train de dire ici, en ce qui concerne, d'accord, bonjour, Oro, j'espère que tu vas bien. Cette ordonnance-là, d'accord, je vous invite, Ivoiriens, Ivoiriennes, d'accord, l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024, relative à ce qu'on appelle blanchiment de capitaux. Vous devez, d'accord, y aller, vérifier de vos propres yeux, parce que c'est une ordonnance d'État, et aller regarder ce qu'il en est. Est-ce que cette conformité aujourd'hui, elle est en place? Non. Tout simplement, elle est en place? Non. Donc, je voulais venir sur ce point-là, parce que moi, il y a quelque chose qui me gêne. J'ai quelque chose qui me gêne clairement. Vous voyez, vous êtes étonné que vos pays soient pauvres. Vous êtes étonné que votre pays soit pauvre. Le sorcier n'est pas loin. Le sorcier du village, il n'est pas loin. Souvent, c'est toi-même qui es ton propre sorcier, par ton ignorance. Il y a un livre, je crois, dans un livre que les gens prennent pour prier, on dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Est-ce que vous pensez que le malfaisant, le malfaiteur, le bandit souhaite que vous ayez la connaissance? Si vous avez la connaissance, il ne pourra plus prospérer dans son entreprise. Moi, quand je suis en train de m'exprimer ici, je vous dis des éléments clairs. Et je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire comme un charlatan ou un gourou. Ce que je vous dis, c'est parole d'évangile. Je dis, allez vérifier. Je vous donne des éléments. Allez vérifier avec votre propre conscience. Quand vous allez réfléchir, si j'ai menti, faites une vidéo pour dire tu as menti et on va échanger. Le savoir est partout. Le savoir est partout. Donc, quand vous êtes pauvre, quand ça ne va pas chez vous, ne vous apitoyez pas sur votre sort et n'indexez pas seulement une seule personne. Vous-même, regardez votre posture. Ce que je suis en train de dire, là, si c'est un fait, au contraire, on doit dire super, on a les yeux ouverts. Mais il y a d'autres qui me traitent de quoi? Sorciers, jaloux et autres. Parce que dans les têtes, ils sont bloqués. Pourquoi cette personne-là, tu l'indexes du doigt? Mais je l'indexe cette personne du doigt parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'est nullement la propriété de qui que ce soit. C'est notre terre à tous et à toutes. On doit la conserver, on doit l'entretenir, on doit faire semblant. Pour une fois,
la Côte d'Ivoire respecte un peu les lois. Semblant, faisons semblant. Le fait de faire semblant déjà, ça montre une bonne volonté de pouvoir réfléchir et de ne pas s'endormir. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Il est devenu ambassadeur. Mais vous savez, les émissions caritatives et de dons, moi quand j'étais enfant, il y a une émission qui m'a marqué, c'était en 91, ça s'appelait La Bonne Cause. Cette émission a été initiée par Barthélemy Inabo. C'était une émission qui était sur la télé d'État, la RTI. Les cas les plus graves de maladies et autres étaient là, et puis les Ivoiriens donnaient. C'était en présence d'un huissier. Allez vous renseigner pourquoi cette émission n'a pas fait long feu. Je vous parle de 1991. Aujourd'hui, on a des gens qui sortent de je ne sais où, ils peuvent venir avec des sacs d'argent, ils distribuent de l'argent partout. C'est devenu aujourd'hui monnaie courante en Côte d'Ivoire. On ne donne pas de l'argent comme ça tant qu'on ne certifie pas, on ne trouve pas la provenance de ces fonds. On ne donne pas l'argent parce qu'un État, c'est sérieux. Un État, ce n'est pas un marché. Un État, ce n'est pas un foutoir. Et donc, ce n'est pas normal. Mais si le monsieur était il s'est arrangé avec la justice dans une mesure provisoire, il doit aussi être en conformité avec cette ordonnance. Et cette ordonnance-là, d'accord, cette ordonnance-là n'autorise pas cela. Est-ce que les Ivoiriens souhaitent que demain, Pablo Escobar soit cité comme un exemple? Mais ce que vous oubliez, quand vous prenez les pieds de Pablo Escobar et vous chantez à la gloire de Pablo Escobar, cette même poudre-là que Pablo Escobar vend, les restes de cette poudre-là, souvent vos enfants inhalent et consomment cette poudre. Et vos enfants, vous allez pleurer. Vous allez pleurer, vous allez accuser qui? L'imam ou le pasteur? Vous allez accuser le sorcier du village qui a fait que vos enfants maintenant prennent des substances hallucinogènes. Je pense qu'il faut avoir et faire semblant d'avoir une once de dignité. La Côte d'Ivoire, j'ai connu à l'époque, je ne dis pas que les dons n'existaient pas, mais pas de cette manière. Aujourd'hui, tout le monde sort des millions et autres. Pourtant, notre pays est pauvre. On se plaint en même temps en affaires, mais il y a des gens qui sortent des millions, une catégorie d'individus, et derrière, l'État ne fait pas de vérification, l'État ne fait pas de contrôle. J'espère que véritablement, les choses puissent changer en Côte d'Ivoire, et cette Côte d'Ivoire des millions et des facilités, j'espère que ça sera une Côte d'Ivoire de millions et de milliards dans les règles de l'art. D'accord, tout à l'heure, je parlais des Libanais. Je souhaiterais que autant des Ivoiriens, soit au moins 400 familles des Ivoiriens qui ont des milliards et qui injectent ces milliards-là dans l'utile. Parce que si on vous donne de l'argent simplement, je disais souvent à ma petite soeur, elle me disait, mais mon frère, toi, franchement, mais mon frère, il y a python dans ta poche, il y a python dans ta poche. Je lui ai dit, au lieu de te donner du poisson, je vais t'apprendre plutôt à pêcher. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire aime. Il faut apprendre à pêcher. On ne donne pas du poisson à quelqu'un. Parce que celui qui a le poisson, il va juste manger le poisson. Mais il ne sait pas comment on pêche le poisson. Il faut apprendre aux Ivoiriens à pêcher. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de billets de banque. Les Ivoiriens ont besoin d'emploi. Les Ivoiriens ont besoin même d'abord de formation. Par exemple, quelqu'un qui a un emploi, même qui n'a pas de formation, qui n'est pas outillé, il n'arrive pas à tout. Les Ivoiriens ont besoin de formation. Et puis même quand tu es formé, tu peux toi-même être ta propre source de richesse. Mais cette façon de procéder-là n'est pas une façon bénéfique pour la Côte d'Ivoire de demain. De toutes les façons, nous allons trouver des solutions et nous sommes préparés pour les solutions qu'il faut. Alors, j'aimerais juste finir sur un dernier point parce qu'il ne me reste plus assez de temps. Je vais vous laisser aller déjeuner et aller vaquer à vos occupations. Je vais juste dire quelque chose de très important. Et là, je vais passer ce message-là. Alors, au PDCI RDA, rapidement. Au PDCI RDA, je vais vous dire quelque chose. Je vais m'adresser à monsieur Maurice Kakou Gikabé. Et je vais m'arrêter là. Je vais écouter une vidéo, je vais vous faire écouter une vidéo qui est très importante. Et puis, je vais m'adresser au PDCI. Est-ce qu'il y a une inimitié entre lui et vous? Je constate. Alors, on est encore avec le même journaliste. Ce journaliste-là, il est fort. Il y a un blanc là, qui est sur le magazine 7 Info. Lui, quand il fait ses interviews-là, c'est des interviews qui sont très tranchantes. Voici, ce gars, il invite Guy Kayoué. Et le journaliste pose la question à Guy Kayoué. Pour ceux qui ne connaissent pas Guy Kayoué, parce que je ne pense pas que tout le monde connaisse la politique ici, il était le secrétaire général ou secrétaire exécutif du PDCI RDA. Maintenant, il lui pose la question, est-ce qu'il y a une inimitié entre Tidiane Thiam et Guy Kayoué? Les gens du PDCI RDA qui sont là, notez ce que j'ai dit. J'ai parlé déjà il y a un mois. Des gens ont pris mes vidéos, c'est sur Internet. Je vais vous annoncer encore ce qui va se passer pour la suite de votre parti. Quand j'ai parlé ici, les gens ne m'ont pas compris. Ils m'ont dit, oh, il y a des amis même qui sont du PDCI qui m'ont envoyé des messages. Oui frère, tu ne comprends pas. Je vais vous dire ce qui se passe dans votre parti là. Je vais vous dire à l'instant. Écoutez. Par cette décision qu'il vient de prendre, et je constate qu'il y a une inimité entre lui et moi, alors que moi, Guy Kayoué dit qu'il constate qu'il y a une inimitié entre lui,
d'accord, et Tidiane Thiam. Votre président, Tidiane Thiam, actuellement, il est en France. Guy Kanué à Abidjan. Vous savez pourquoi Tidiane Thiam, il est en France? Guy Kanué à Abidjan. Quand on dit inimitié, là, ça veut dire bafou entre nous. Ça annonce les couleurs pour ceux qui comptent venir. Si Guy Kanué vient s'asseoir sur un média et dit ça comme ça, je peux vous dire que ça annonce les couleurs à venir. Je vais vous donner quelques couleurs à venir de la météo politique au sein du PDCI-RDA. Ouvrez les oreilles. Rien contre lui. Et d'où vient-elle? Je ne sais pas, je n'ai rien contre lui, d'autant plus que, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été dans la proximité, je vais 2 minutes pour développer un peu. J'ai été dans la proximité du président Fout. Quand j'étais élève au lycée. Monsieur Guy Kanué, soyons sérieux. Le fait d'être dans la proximité de Félix Houphouët-Boigny ne veut pas dire que vous êtes contre Tidiane Thiam ou vous êtes pour Tidiane Thiam. Arrêtez un peu. En fait, quand vous procédez comme ça, vous infantilisez en fait l'homme aujourd'hui qui était mentor et leader politique. Parlez à Tidiane Thiam, vous êtes des grands garçons. Tidiane Thiam n'est pas un enfant. Parlez de votre ressenti, de ce que vous avez contre Tidiane Thiam. Pourquoi vous voulez aller dans l'historicité, d'accord, en parlant de Houphouët-Boigny? Mais allons-y, on va comprendre, il y a un sens dedans. Il y a un sens dedans. Là, une des filles d'Houphouët qui s'appelle Hélène était ma voisine en première et en terminale. On a fait le bac ensemble. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à l'université, Augustin Thiam, le gouverneur, on a fait les études de médecine ensemble, la promotion de 1973, on se connaît très bien. Et puis, j'ai été dans l'entourage du président du MESI, président du MESI après son médecin. Nous avions, quand on prend les enfants, nous avions 2 enfants, Aziz Thiam, militant du PDCI, membre du BP depuis longtemps, et une de leurs soeurs qui s'appelle Ndeye, père son homme qui est décédé, Madame Dibo, qui était membre du bureau politique du PDCI également. Voilà. Et puis les autres, ils étaient au RDR, et Tidiane, après le coup d'État, est parti, donc il ne fait plus. Et en 2020, quand j'étais en prison, et Aziz est parti me voir en prison pour me rendre visite. J'ai apprécié. Et quand je me suis retrouvé en France en 2022, son jeune frère, le président actuel Tidiane Thiam, m'a appelé pour dire on a échangé. Et il dit qu'il voulait me voir. Il m'a rencontré en tant que chef du secrétariat exécutif. Et il m'a demandé de rentrer au bureau politique. Donc j'ai dit. Ok. Un instant, s'il vous plaît, un instant. J'ai mon fils qui est. Ça va? Donc, d'abord, fini à midi. Oui. Ok. Tu peux juste. Tu as faim là? Oui. Tu veux manger maintenant? Bah, non, voilà, 30 minutes. Dans 30 minutes. Ou tu chauffes les pâtes. D'accord? Bah ouais, tu chauffes les pâtes, il y a des saucisses. Bah ouais, mais par contre, il n'y a pas de bouffe de dehors. D'accord? Pas de bouffe de dehors, pas de trucs de trucs, là, je veux pas ça. Excusez-moi, c'est mon fiston qui est rentré. Bah ouais. J'ai un fils aussi, hein. Je suis en live, ne n'ouvre pas la porte. Si tu veux quelque chose, tu me fais signe. J'arrive. Alors, donc, là déjà, il sort une bombe. En gros, il est en train de dire que Tidiane Thiam lui a demandé d'être dans le bureau politique. Donc, il y a 2 discours. C'est-à-dire que Tidiane Thiam n'était pas dans le bureau politique. S'il demande à rentrer dans le bureau politique, d'accord? S'il demande à rentrer dans le bureau politique en 2021, c'est qu'il n'y était pas. Donc, il y a 2 discours. Ceux qui étaient avec Tidiane Thiam disent qu'il était déjà dans le bureau politique depuis longtemps, mais à l'instant, M. Maurice Kakou Guy Kanué, qui n'a jamais ouvert sa bouche pour donner cette information-là, vient ici sur le média donner l'information. Est-ce que vous comprenez? Il vient de donner une information là. Faites, le diable se cache dans les détails. Ok, Navassa, on est ensemble. Bah voilà. Donc, pourquoi, quand certaines personnes s'opposaient, qui disaient que Tidiane Thiam n'était pas dans le bureau politique depuis longtemps, vous n'avez pas dit ça depuis. Et c'est aujourd'hui que vous venez le dire. Est-ce que c'est un comportement qui fédère votre parti? Non, au contraire. Donc, il y a des scissions. Mais on va aller encore plus loin. Regardez. Même le journaliste va rebondir sur ces dires-là à l'instant. Regardez. D'accord, j'en parle au président. Quand je suis venu, j'en ai parlé au président Bédier qui m'a demandé de dire à Thiam de faire une lettre écrite de demande d'entrée au bureau politique. Ok. Cette lettre, est-ce que vous avez lu?
les militants, d'accord, du PDCI. Vous connaissez cette lettre? Parce qu'il nous confirme que Tidjane Thiam a écrit une lettre qu'il a adressée au président Henri Konan Bédié. Donc, ce qui veut dire que même le président Henri Konan Bédié... Donc, Tidjane Thiam n'était pas dans le bureau politique. Mais est-ce que vous avez connaissance de cette lettre? Est-ce qu'Henri Konan Bédié vous a déjà dit... vous a dit que c'est suite à une lettre que Tidjane Thiam a intégré le bureau politique? D'accord? C'est la version selon Guy Kayoué. Et ceux qui suivent Guy Kayoué, parce qu'il y en a aussi qui suivent Guy Kayoué. On y va. Donc, j'ai dit d'accord. Et quand je suis revenu à Abidjan, je suis reparti à Daoukro et j'ai dit au président, après réflexion, vous êtes le président, mais c'est inédit. On n'a jamais demandé à un militant d'écrire pour rentrer au bureau politique. Pourquoi c'est pour Thiam qu'on écrit? Il a dit, bon d'accord, on va le nommer. Donc, Guy Kayoué est en train de dire qu'il a fait plier Henri Konan Bédié. Parce que lui, il s'est plaint. C'est-à-dire qu'il s'est plaint. Oh, franchement. Eh les gars, faites preuve d'analyse, de jugeote un petit peu quoi. D'accord? Même le journaliste rigole. En gros, en fait, c'est lui qui dit à Bédié, non mais attends, ce que tu fais c'est injuste. Non, depuis qu'on écrit une lettre, et puis Bédié dit, bon ok d'accord, n'ouvre pas la porte s'il te plaît. Décision. J'ai préparé la décision, le président n'a pas signé la décision pendant 8 mois. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qui le retenait? Non, je ne sais pas. Malgré mes relances, jusqu'à ce qu'on organise... La lettre... Non, il n'a plus rien dit jusqu'à ce qu'on organise le congrès, le 7e congrès extraordinaire de mars 2023. Et en mai, il a dit, bon, on refait le bureau politique. Et il m'a convoqué. Et en refaisant le bureau politique, j'ai réintroduit le nom de Thiam. Le pauvre Bédié est encore mentionné comme quelqu'un qui n'a rien foutu. Et c'est en fait Guy Kayoué qui est le sauveur, en gros, en fait, de Tidjane Thiam. Guy Kayoué a introduit Tidjane Thiam dans le bureau politique contre vent et marée. Si c'était Bédié seul, Tidjane Thiam n'y serait pas. Qui détient la vérité, je ne sais pas. Mais on va aller encore dans plus de cohérence, ce que je trouve quand même tendancieux dans les dires de M. Guy Kayoué. Écoutez la suite. Que le président a accepté de signer la décision. Donc, après, et quand Thiam est venu en Côte d'Ivoire, il m'a rendu visite à 2 reprises. Donc, on ne peut pas dire que moi, je n'aime pas Thiam. Mais est-ce que vous mettez ça sur le compte du fait que vous avez voulu vous présenter à la présidence du parti, peut-être? Non, moi, je n'étais pas contre Thiam. C'est Thiam qui était contre moi. Déjà. Ah! Le même Thiam dont M. Guy Kayoué était son bienfaiteur en l'introduisant dans le bureau politique, Thiam est ingrat, il est contre Guy Kayoué. On y va. Non, je dis à la présidente du parti, normalement, j'étais chef du secrétariat, le président Bédié venait de décéder. Pour beaucoup d'observateurs, je devais être candidat. Ce que j'ai, et Thiam a été introduit. Mais quand on a éliminé ma candidature pour poursuivre, j'ai dit à mes partisans d'aller voter Thiam. Il y avait le maire Yassé et il y avait Thiam. Mais j'ai dit aux gens de voter pour Thiam et on a voté pour Thiam. D'accord. Est-ce que le choix de Thiam, là, le choix de Thiam, c'est parce que en fait, vous savez que Thiam avait déjà la majorité et vous serez isolé. Vous avez fait un choix, d'accord? Vous avez fait un choix malgré vous-même. Mais il y a un indice, moi qui m'a effectivement un petit peu fait froid dans le dos, M. Guy Kayoué. On y va. Moi, les actes que j'ai posés jusque-là ne montrent pas que donc je n'aime pas Thiam. Vous ne faites que constater qu'il y a quelque chose... Au contraire, peut-être que les gens l'ont monté, c'est au contraire lui qui a une... Parce que la décision qu'il vient de prendre, c'est un acte grave d'inimité, d'inimité, voilà. C'est lui qui a... Et c'est quoi la décision? C'est qu'il ne soit pas candidat. C'est qu'il ne soit pas candidat peut-être dans sa zone, n'est-ce pas? Ok. On y va. Il a posé le premier acte. Au vu de tout ce qu'on vient de dire, quel regard, qu'est-ce que vous pouvez dire du processus de choix des candidats du PDCI-RDA pour ces élections législatives? Bon, le processus a respecté les règles au départ, mais vers la fin, il y a eu de cafouillage. On n'a pas pris de décision. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a été retenu, parce qu'ils ont pris des militants, en sachant peut-être que d'autres vont réagir pour être indépendants, d'autres sont cachés et ils ont appelé les gens au téléphone. Le président a appelé les gens au téléphone, ceux qui étaient retenus. Moi, jusqu'à présent, le président ne m'a pas appelé au téléphone. Donc, je n'ai pas été retenu. Est-ce qu'il y a une inimitié entre lui et vous? Je constate. Bon, ok. Ça, c'est la première partie. Quelqu'un m'a envoyé un truc de Guy Kayoué où il parlait de... Attends. De Jenny Kobena. Alors,
Un instant. Il faut que je retrouve ce truc-là. Ça m'a fait quand même rigoler. Attends. Alors. Un instant, s'il vous plaît. Je vais trouver ça. Parce qu'il y a un élément de Guy Kahué sur Jenny Kobena. Je vais juste trouver l'élément et puis je vais vous lire. Moi, je vais m'arrêter là. Ok. Je vais regarder dans le truc. Je sais que je vais trouver. Voilà. Et voilà, écoutez. Honnêtement, aujourd'hui, que je suis sur ce plateau, en 1995, j'étais membre du gouvernement. Donc, toutes les décisions prises, je suis solidaire. Et notre ministre de l'Intérieur, d'alors, Aimé Constant Bombé, a appliqué l'article 48 sur Jenny Kobena pour l'empêcher d'être candidat à la députation. Et c'est le même article 48 que les gens ont appliqué sur nous. Et qu'on a eu l'air de découvrir. Voilà. Vous entendez? D'accord? Donc, ici, il le dit clairement, il dit clairement que l'article 48 a été appliqué sur Jenny Kobena. Moi, je suis curieux, parce que je sais que Jenny Kobena, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le premier secrétaire général du RDR, qui est devenu l'actuel RHDP. Et même les gens du parti de M. Ouattara se sont donné cœur joie, d'accord, de reproduire cet élément, d'accord, de dire, vous voyez, l'article 48 sur Thiam a eu véritablement raison, d'accord. Donc moi je me suis dit, bon ok, je vais quand même vérifier cela. Certainement il a raison, Guy Kahué. Parce que s'il a tort, il met déjà en tort ses amis de son parti, ça déjà c'est un premier élément. Il met à tort ses amis de son parti, du PDCI RDA. Donc, je suis allé faire des recherches. Et je regarde, j'ai dit bien, je regarde, je vérifie parce que ça m'intéresse. Donc, pour le cas de Jenny Kobena, ce qui s'est réellement passé pour Jenny Kobena, décision numéro E010-95 du 22 novembre 1995. Le Conseil constitutionnel, sa candidature à Jenny Kobena a été rejetée parce qu'il n'a pas pu prouver qu'il était ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes ivoiriens d'origine, comme l'exigeait l'article 77 du Code électoral de l'époque. Aucun article 48 n'a été invoqué dans son cas. Jenny Kobena a été, d'accord, rejeté en 95 parce qu'il n'a pas pu prouver la filiation de ses parents, mais il était ivoirien. Or, l'article 48 du Code de nationalité qui a éliminé Tidjane Thiam indique que Tidjane Thiam, d'accord, a opté pour une autre nationalité à sa majorité à l'âge de 18 ans. Non, ne rentre pas là. À l'âge de 18 ans, s'il vous plaît. À l'âge de 18 ans. Donc, ce sont deux choses qui sont fondamentalement différentes. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, M. Guy Kahué évoque l'article 48 qui a participer à la non-présence, d'accord, à la non-présence de... Oui, la RLE c'est après, parce qu'après il a renoncé à sa nationalité et tout. Mais à la non-présence de M. Tidjane Thiam. Donc c'est deux choses différentes. Pourquoi M. Guy Kahué va dans un narratif qui donnerait du coffre au RHDP? Je finis par là. Moi je vais vous dire quelque chose. M. Maurice Kakou Kahué, c'est mon point de vue personnel, qu'on surnomme Capitaine Courage, qui avait de la voix avant les élections de 2020, avant qu'on l'attrape, on le mette à la maca. Moi, je vous dis, Guy Kahué, il a un objectif. C'est de prendre le PDCI. Prendre le PDCI, pourquoi? Pour faire quoi? Je ne sais pas. Mais à titre personnel, je vous le dis, Guy Kahué, je n'ai pas confiance en lui. De la même manière, j'ai contesté la façon dont Tidjane Thiam a été intronisé. J'ai contesté cela. Je ne suis pas membre du PDCI, hein. Mais je trouvais que Tidjane Thiam, on a trop... Si
il devait passer par les canevas des primaires, de débats et autres. C'était mieux. On a trop intonisé. Donc, ça frustrait les gens. Mais la démarche de Guy Kayoué, là, ce n'est pas une démarche pour quelqu'un qui doit actuellement rassembler le parti et renforcer le parti. Ce qu'il fait, c'est pas bon. Ça casse le groupe et ce n'est pas bon. Donc, en termes de vision, c'est quoi l'objectif de Guy Kayoué? Moi, je pense que Guy Kayoué a un agenda caché. Et cet agenda-là, on va découvrir cet agenda très bientôt. Parce que je vous ai dit ici, Alassane Dramane Ouattara, le seul point qu'il n'a pas encore atteint véritablement, c'est décapiter le PDCI RDA. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises. Avant que Ado ne parte là, il y a un objectif clé. Le PDCI doit être décapité. Il a été siphonné, saucissonné en partie, mais Bédi a colmaté les brèches. Mais ce que je suis en train de voir là, Thiam n'est pas là. Et je vous dis, si par malheur, Koné Braman sort un mandat d'arrêt pour Thiam, derrière ils vont dire que le parti ne peut pas rester comme ça, il faut qu'il touche. C'est ceux-là qui vont derrière. Et ça va créer une fronde. D'accord? Ça va créer une fronde. Pourquoi? Parce que vous voulez ou pas, la base, il y a une base jeune, une base de nouveaux militants sympathisants du PDCI qui sont venus pour Thiam. Donc ça va casser cette dynamique. Ça, à laquelle on veuille ou pas, on peut ne pas être d'accord avec Thiam ou pas, mais c'est un fait. Et ce que je suis en train de voir, j'ai dit, M. Guy Kayoué, la démarche et l'interview qu'il a eue, c'est une interview contre-productive. Actuellement, vous voulez partir dans une démarche de RID pour participer aux législatives. Législatives, même moi-même, je vous ai dit ici, ce n'est pas nécessaire que vous y allez. Vous avez voulu partir. Avant même les législatives, vous voyez les prémices déjà. Vous voyez les prémices déjà avant les législatives. Or, vous voulez partir pour rassembler au-delà de votre parti politique. Si Babo Laurent n'est pas parti aux législatives, il sait pourquoi il n'est pas parti aux législatives. Et je vous dis, au fur et à mesure, vous allez voir, bon, Valérie Yapo, elle est partie en indépendant à couper. Mais vous allez voir d'autres gars qui sont aussi avec Guy Kayoué, qui vont commencer à prendre des prises de parole et autres. Vous allez voir, pour essayer de créer... Oh là là, c'est quoi ce truc-là? Ah oui, c'est à cause de... Voilà, qui vont créer des trucs, des scissions et autres. Et donc voilà, mais... Mesdames et messieurs, ah, mais Guy Kayoué n'aura pas gain de cause. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? N'oubliez pas, hein, vous êtes sous un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il est RHDP, il est RDR. Donc c'est pour le bonheur du RDR. C'est pour le bonheur du RDR. Ça, n'oubliez pas, vous n'êtes pas dans un jardin. Il y a un pouvoir RDR. Et le RDR a les moyens judiciaires. Le problème, c'est que, bon, oui, mais les bases, elles ont toujours été fidèles. Les bases ont toujours été fidèles à certains mentors, à certains appareils politiques. Mais ce n'est pas les bases qui font. Si la justice demande à vous mettre sous tutelle, vous faites quoi? Vous allez juste crier sur Internet. Mais voilà, en tout cas, il faudra faire preuve de vigilance, judiciaire et financière. Bon, les gens aiment bien parler aussi sur Internet pour parler, bon, parce qu'ils ne savent pas. Donc, voilà aujourd'hui, mais je trouve que sa démarche, elle est contre-productive. Et j'ai tiré sur la sonnette d'alarme, voici ce que je dis. Aujourd'hui, les prétextes de prendre le nom d'Henri Konan Bédié pour dire Bédié a fait ci, Bédié a fait ça, pour moi, ce sont des alibis. Mais je vous souhaite beaucoup de courage hein, dans votre aventure, les gens du PDCI RDA, beaucoup de courage.